Les entreprises qui réussiront ne seront pas celles qui auront su aller le plus vite ou vendre le moins cher, mais celles qui auront su créer une relation durable et sincère avec leurs clients. Car au fond, le véritable moteur de tous ces changements, ce sont les consommateurs, ce sont leurs contradictions qui dictent l'évolution du marché. Nous voulons des produits accessibles, mais aussi durables, une expérience fluide, mais aussi authentique. Et ces exigences paradoxales ne sont pas un frein. En fait, elles sont une formidable opportunité pour les marques de se réinventer, de proposer autre chose. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Transformation structurelle du commerce et des modèles économiques. Depuis des années, je rencontre des dirigeants, des fondateurs et des experts qui façonnent le commerce. Ils parlent de transformation digitale, de marketing, de logistique, de data. Et en réécoutant mes échanges récents, quelque chose m'a frappé. Nous sommes en train de vivre une réécriture structurelle du commerce. Les cartes sont rebattues et ce qui semblait immuable il y a encore quelques années est devenu obsolète. Aujourd'hui, tout va plus vite. La mode est conçue, produite et expédiée en quelques jours. Le consommateur peut acheter directement depuis une vidéo sur son téléphone. Des marques historiques repensent leur identité pour répondre à une clientèle qui exige plus de sens, plus de durabilité. Le commerce n'est plus simplement un lieu de transaction, c'est une expérience globale, un écosystème qui mêle technologie, émotion et responsabilité. Dans cet épisode, je vous propose de prendre de la hauteur. Je me suis appuyé sur cette conversation récente, celle avec Michel Lowe d'Alibaba.com, pour comprendre les coulisses des plateformes B2B mondiales, Mathieu Maure d'Underdog, qui prouve qu'on peut allier prix et impact environnemental, Grégory Sion, CEO de Pierre et Vacances, qui repense un groupe historique, Kouider Haqqani, expert du social commerce, qui analyse la fusion entre contenu et conversion, Yann Rivoilan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, engagé contre l'ultra fast fashion, Cédric Dufour, CEO de Rakuten France, qui incarne une vision japonaise du commerce, et enfin Fabien Versavo, ancien CEO de Rakuten et aujourd'hui expert indépendant, qui analyse le secteur avec un recul précieux. Ces voix racontent la même histoire, celle d'un commerce qui se restructure profondément autour de 4 grands axes. L'essor des marketplaces et des modèles hybrides, la pression concurrentielle et la montée en puissance des nouveaux acteurs disruptifs, le rôle central de la donnée et de l'intelligence artificielle, et enfin, les tensions liées à la régulation, à la durabilité et à la souveraineté économique. Mais ce que je veux aussi souligner, c'est que cette transformation n'est pas seulement technologique ou économique, elle est avant tout humaine. Ce sont les consommateurs, leur comportement, leurs contradictions, leurs attentes qui dictent le rythme. Ils veulent tout de suite, au meilleur prix, mais exigent aussi des marques, qu'elles soient responsables, transparentes, authentiques. Alors, plongeons ensemble dans ce voyage au cœur d'un commerce en mutation. Et commençons par l'essor des marketplaces
et nouveaux modèles. Le commerce mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui ne repose plus sur des vitrines alignées en centre-ville ou sur des centres commerciaux animés par des foules de consommateurs. Il se déploie dans des environnements invisibles, abstraits, mais d'une puissance inédite. Les marketplaces, ces plateformes sont devenues le système nerveux central du commerce moderne. Elles connectent en quelques clics des millions de vendeurs et d'acheteurs. Elles organisent des flux logistiques colossaux et elles façonnent nos habitudes d'achat sans même que nous en ayons pleinement conscience. Ce basculement ne s'est pas fait du jour au lendemain et il est le fruit de décennies d'innovation technologique et logistique, de mutation dans les comportements de consommateurs, mais aussi d'un travail stratégique colossal de la part des géants du numérique. Michèle Lau, directrice générale France d'Alibaba.com, incarne parfaitement cette transformation. Avec elle, j'ai découvert les coulisses d'une plateforme B2B qui, depuis des années, structure les échanges mondiaux. Alibaba.com est bien plus qu'un site de mise en relation, c'est une véritable infrastructure commerciale, un outil qui met à disposition de n'importe quelle entreprise, de la start-up française, qui lance son tout premier produit jusqu'à la multinationale, un réseau de fabricants, de fournisseurs et de partenaires logistiques répartis sur toute la planète. Michèle Lau résume ainsi: nous sommes passés d'un modèle où une marque devait tout contrôler, de la conception à la production, à une logique de connexion. Alibaba est une infrastructure mondiale qui simplifie la création de produits et leur mise sur le marché. Cette phrase illustre un basculement majeur. Avant de développer un produit, c'était un parcours du combattant. Il fallait trouver des fournisseurs, négocier des contrats, tester, prototyper, et tout cela prenait des mois, parfois des années. Aujourd'hui, grâce au marketplace B2B, un créateur d'entreprise peut concevoir un produit, identifier un fabricant fiable et planifier une distribution internationale en quelques semaines. L'accessibilité des outils a littéralement aplati les barrières à l'entrée. Alibaba.com, géant chinois, est une incarnation de cette révolution, mais il n'est pas le seul. Rakuten, géant japonais du commerce en ligne, a choisi une autre voie, tout aussi stratégique. Cédric Dufour, CEO de Rakuten France, insiste sur la nécessité de proposer bien plus qu'un simple espace de transaction. Le commerce ne peut pas se résumer à un clic et un panier, il faut créer une relation durable entre vendeurs et acheteurs, proposer des services, des récompenses, une fidélisation. Rakuten, c'est un écosystème. En effet, Rakuten a popularisé le cashback, transformant chaque achat en une opportunité de réengagement. Loin de la simple vitrine, Rakuten est d'une place de marché qui capitalise sur une philosophie japonaise, une relation de confiance avec les clients construite sur le long terme. C'est une stratégie subtile, ne pas seulement faciliter les transactions, mais créer un environnement où les vendeurs et les acheteurs ont intérêt à revenir. Cette approche, plus qualitative et communautaire, contraste avec celle des plateformes à très gros volume comme Amazon ou Temu. Elle démontre qu'il existe plusieurs modèles de marketplace. Certains misent sur la rapidité et le prix, d'autres sur la fidélité, la valeur ajoutée. Ce qui est frappant en tout cas, c'est que tous partagent une ambition commune, devenir indispensable. Michèle Lau a d'ailleurs fait un parallèle passionnant. Les marketplaces ne sont pas une invention récente. Les grands magasins du 19e siècle, comme le Printemps où elle a travaillé, étaient déjà des marketplaces physiques, des places de marché physiques. Ils réunissaient une multitude de marques sous un même toit, offraient une expérience unique et centralisaient la relation client. La différence avec aujourd'hui, les places de marché sont mondialisées, dématérialisées et pilotées par des algorithmes. Pour le consommateur, l'avantage est évident. Tout est accessible, à portée de main, au meilleur prix et livré parfois en 24 ou 48 heures. Mais ce confort a un prix invisible. Les marketplaces deviennent des filtres. Elles décident par leurs algorithmes quels produits apparaissent en premier, quels vendeurs sont mis en avant et quelles marques restent dans l'ombre. Le consommateur croit choisir, en réalité il navigue dans un univers conçu pour lui, façonné par des données récoltées sur ses comportements, ses envies et ses achats passés. Côté marque, la dépendance est tout aussi ambivalente. Être présent sur ces plateformes est presque une obligation pour exister.
Mais s'y reposer entièrement, c'est prendre le risque de disparaître derrière un logo de marketplace. Et beaucoup de marques peinent à se différencier, noyées parmi des milliers de références. Elles sont évaluées uniquement sur le prix, les délais et les avis clients, le storytelling, le positionnement, l'ADN de la marque. Tout cela s'efface derrière la mécanique de la plateforme. Pourtant, certains acteurs réussissent à utiliser cette puissance à leur avantage. Les marketplaces sont aussi des accélérateurs. Elles permettent de tester des produits à petite échelle, d'explorer de nouveaux marchés, d'accéder à des millions de consommateurs sans investissement colossal. Les DNVB françaises, par exemple, se servent des marketplaces comme tremplin avant de développer leur propre site et leurs propres canaux de distribution. En réalité, ces plateformes ne sont pas seulement des magasins géants, ce sont des infrastructures invisibles qui gèrent la logistique, optimisent les prix grâce aux données et influencent profondément la perception des marques. Elles ont redéfini le rapport de force là où autrefois les marques détenaient le pouvoir. Ce sont désormais les plateformes qui dictent les règles du jeu. Pour moi, cette première partie illustre une conviction forte. Aucune marque ne peut ignorer aujourd'hui les marketplaces. Elles sont devenues le passage obligé, le socle du commerce mondial, mais cette dépendance pose une question stratégique. Comment exister dans un environnement où les règles changent en permanence? Comment ne pas se dissoudre dans l'anonymat? Et à mes yeux, le futur du commerce se jouera sur cet équilibre subtil, tirer parti de la puissance des marketplaces, tout en investissant dans des canaux directs, dans une identité de marque forte, dans une relation client unique. Les marketplaces sont des accélérateurs formidables, indéniablement, mais elles ne doivent pas devenir une cage dorée. Et le véritable enjeu pour une marque n'est pas seulement d'être visible, mais de rester mémorable. Les acteurs nouveaux disruptifs et la pression concurrentielle. Si les marketplaces sont devenus l'infrastructure invisible du commerce, certains acteurs ont choisi de réécrire complètement les règles du jeu. Leurs modèles sont si radicaux qu'ils ont créé une nouvelle norme, souvent au détriment des marques traditionnelles. Cette deuxième partie est consacrée à ces forces de disruption qui façonnent notre manière de consommer, qu'on le veuille ou non. Parmi elles, deux noms reviennent sans cesse dans mes conversations, Shein et Temu. Ces plateformes, toutes deux chinoises, ont bâti un empire en s'appuyant sur des volumes de données colossaux, une chaîne logistique ultra optimisée et une capacité de production qui frôle la science-fiction. Avec Yann Rivoilan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, nous avons longuement parlé de ce phénomène. Ils résument leur modèle en une phrase. Shein peut mettre en ligne des milliers de références chaque jour. Ils testent tout, suppriment ce qui ne fonctionne pas, amplifient ce qui marche. C'est une approche scientifique de la mode, là où la créativité est secondaire face à la data. Shein n'est plus une simple marque de vêtements, c'est une machine algorithmique. Chaque clic, chaque ajout au panier, chaque retour client est analysé pour affiner instantanément l'offre. Leur modèle ne repose pas sur des saisons comme dans la mode traditionnelle, mais sur une logique de flux permanent. Résultat, une marque de fast fashion classique lance 12 à 20 collections par an. Shein en lance des milliers de micro-collections chaque semaine. Temu, la plateforme sœur du géant Pinduoduo, applique les mêmes recettes à d'autres secteurs, électronique, accessoires, décoration. Leur proposition de valeur est simple, presque agressive. Shop like a billionaire, acheter sans compter. Temu casse les prix, subventionne massivement la logistique et inonde les réseaux sociaux de publicité. Ces deux plateformes ne vendent pas seulement des produits, elles vendent un style de consommation immédiat, bon marché et addictif. Et c'est là que réside le cœur du problème. Cette promesse séduit des millions de consommateurs. Qui peut résister à une robe à 5 € ou un gadget électronique livré en une semaine pour le prix d'un café? Cette accessibilité soutenue par des investissements colossaux et une infrastructure logistique optimisée à l'échelle planétaire crée une pression énorme sur toutes les marques, y compris celles qui se veulent premium. Même une marque française haut de gamme doit aujourd'hui rivaliser avec les standards de livraison et de service fixés par Shein, Temu ou Amazon. Yann Rivoilan souligne une conséquence inquiétante. Ces plateformes ne sont pas seulement concurrentes des marques, elles redéfinissent les attentes des clients, elles éduquent les consommateurs à croire que tout peut être bon marché, livré rapidement, sans friction.
elle change notre rapport à la valeur. Et il existe des modèles, des contre-modèles, avec l'exemple d'Underdog face à ces mastodontes. Certaines entreprises françaises ont choisi une stratégie diamétralement opposée. Underdog est l'une d'entre elles, fondée par Mathieu Mort et deux associés. Cette start-up s'attaque à un marché souvent délaissé, celui du reconditionnement d'électroménagers. L'idée est simple, chaque année en France, des millions d'appareils électroménagers sont jetés alors qu'ils pourraient être réparés ou réutilisés. Underdog les récupère, les reconditionne et les revend à des prix attractifs. Ce modèle répond à deux attentes majeures, le prix, premier critère de choix pour les consommateurs, comme le souligne Mathieu, et l'impact environnemental. Le prix est la motivation première, mais si nous pouvons allier prix et durabilité, nous créons une proposition de valeur unique. Ce qui distingue Underdog, c'est sa capacité à industrialiser le reconditionnement, souvent perçu comme artisanal. Ils ont mis en place des processus précis, utilisent la data pour optimiser les stocks et travaillent à rendre cette offre aussi fiable que le neuf. Leur ambition, prouver que la durabilité peut rivaliser avec le neuf, non pas en moralisation, mais en désirabilité. On arrive à une polarisation extrême en fait du commerce. Et ces deux modèles, Shein et Temu d'un côté, Underdog de l'autre, illustrent une polarisation extrême. D'un côté, l'hypervolume, la vitesse, la recherche obsessionnelle du prix le plus bas. De l'autre, une quête de sens, de durabilité, une consommation raisonnée. Pour les consommateurs, ce dilemme est permanent. Nous voulons le meilleur prix, mais nous voulons aussi des produits éthiques. Nous critiquons la fast fashion, mais nous succombons à ces prix imbattables. Nous disons vouloir moins consommer, mais nous achetons toujours plus, car tout est conçu pour être accessible. Le commerce, aujourd'hui, est le miroir de ces contradictions, et c'est là que réside l'une des plus grandes difficultés pour les marques. Comment se positionner dans un univers où les consommateurs ne sont pas cohérents? Les études montrent que plus de 70% des Français se disent sensibles aux enjeux environnementaux dans leurs achats, mais à peine 20% acceptent de payer plus cher pour un produit durable. La concurrence globale et les défis des marques françaises. Ce paradoxe crée une tension énorme pour les marques traditionnelles. Elles doivent être présentes sur ces plateformes, adopter leurs standards tout en cherchant à se distinguer. Le commerce français et européen fait face à une concurrence sans précédent. Les géants asiatiques n'ont pas seulement des prix compétitifs, ils maîtrisent toute la chaîne production, logistique, marketing, relations clients. En France, des initiatives comme celle d'Underdog prouvent qu'il est possible de faire autrement, mais elles montrent aussi que ce chemin est difficile. Construire une marque responsable demande du temps, des moyens et une pédagogie constante auprès des clients. Cela implique de changer les habitudes, d'expliquer que la durabilité a un coût, mais qu'elle est aussi un investissement. Ce que révèlent ces échanges, c'est qu'il n'existe pas un modèle unique. Le commerce mondial est désormais une mosaïque de stratégies. Certains misent sur la vitesse et le volume, d'autres sur la qualité et la transparence, et beaucoup essayent de naviguer entre les deux en trouvant un équilibre précaire entre compétitivité et engagement. Cette polarisation est révélatrice d'une transformation culturelle profonde. Pendant des décennies, la valeur d'un produit était liée à sa rareté, à son savoir-faire, à son image. Aujourd'hui, la valeur est souvent définie par un algorithme, ce que vous voyez, ce qui est recommandé, ce qui est sponsorisé. Pour les marques, cette nouvelle donne est vertigineuse. Elles doivent non seulement rivaliser sur le plan économique, mais aussi se battre pour exister dans un univers où tout est abondant, instantané et interchangeable. Les marques qui réussiront ne seront pas seulement celles qui auront les meilleurs produits, mais celles qui sauront raconter une histoire, créer un lien émotionnel et justifier de leur existence au-delà du prix. En écoutant Yann Rivoilin et Mathieu Mort, on comprend qu'il existe deux voies possibles. Soit on joue le jeu des géants en adoptant leur code, rapidité, prix bas, marketing agressif, soit on construit une alternative plus lente mais plus alignée avec des valeurs. Et peut-être que le futur du commerce réside précisément dans cette diversité. Les consommateurs ne sont pas homogènes, certains continueront d'acheter sur Shein et d'autres choisiront Underdog. Entre les deux, il y a un espace immense pour des marques qui veulent allier accessibilité et responsabilité. À mes yeux, cette partie illustre un tournant majeur. Le commerce est devenu un champ de bataille culturel
Il reflète nos paradoxes, nos désirs contradictoires, notre rapport au temps et à la valeur. Les marques doivent apprendre à naviguer dans ce chaos, à accepter que tout ne peut pas être aligné et surtout, elles doivent trouver une raison d'être suffisamment fortes pour exister dans ce bruit permanent. L'ère de la data et de l'intelligence artificielle. La data, le mot est devenu si banal qu'on en oublierait presque sa signification réelle. Derrière chaque clic, chaque recherche, chaque achat, chaque retour produit se cache une mine d'informations d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, ces données ne sont plus simplement stockées ou consultées, elles sont exploitées en temps réel, transformées en leviers stratégiques qui redéfinissent l'ensemble du commerce. Et c'est là qu'entre en scène l'intelligence artificielle. Ce qui était autrefois une promesse futuriste est désormais un moteur invisible intégré à chaque étape du parcours client. L'IA ne se contente plus d'assister, elle anticipe, recommande, personnalise et optimise à une vitesse qu'aucun humain ne pourrait égaler. Lorsque j'ai échangé avec Fabien Versavo, ancien CEO de Rakuten France et désormais expert indépendant du commerce digital, il a utilisé une formule qui m'a marqué. Celui qui maîtrise ses données maîtrise son marché. Ce n'est pas une hyperbole. Les données ne sont plus un simple indicateur de performance. Elles constituent le nerf de la guerre, un actif stratégique comparable à une usine ou à un brevet. Fabien, qui a piloté Rakuten en France pendant des années, connaît les coulisses des marketplaces asiatiques comme peu d'Européens. Pour lui, la clé réside dans la centralisation et l'exploitation intelligente des données. Là où une enseigne traditionnelle voyait ses ventes en silo, boutiques, sites, call center, Rakuten agrège chaque interaction, le produit consulté, le temps passé sur une page, l'historique d'achat, le comportement de navigation, tout est analysé pour affiner les recommandations, ajuster les prix et optimiser les campagnes marketing. Et l'exemple d'Alibaba est frappant. La plateforme chinoise qui met en relation des millions d'acheteurs et de fournisseurs ne se contente pas de mettre des produits en ligne. L'IA y joue un rôle central. Elle prédit les tendances, suggère aux vendeurs de nouveaux produits à développer et facilite le prototypage. Un créateur qui souhaite lancer une nouvelle gamme peut aujourd'hui, grâce à ces outils, concevoir un produit en s'appuyant sur les données de marché en temps réel, les volumes de recherche, analyse des prix concurrents, préférences esthétiques des consommateurs. Là où il fallait autrefois des mois de recherche et de développement, ces plateformes réduisent ce délai à quelques semaines. L'IA transforme ainsi le commerce en une industrie ultra réactive, capable de s'adapter instantanément aux signaux du marché. Même les entreprises à taille humaine comme Underdog exploitent désormais la data pour optimiser leurs opérations. Mathieu Maure m'a expliqué comment leur atelier de reconditionnement s'appuie sur des modèles prédictifs pour gérer les stocks, anticiper la demande et prioriser les réparations. Nous avons commencé avec un modèle artisanal, mais pour industrialiser le reconditionné, il faut des outils de data science. L'IA nous aide à savoir quels produits auront le plus de valeur, à planifier les approvisionnements et à garantir un prix compétitif. Ce témoignage montre que l'IA n'est pas réservée aux géants, elle devient une brique indispensable pour toute entreprise qui veut être compétitive. Avec Kouider Haqqani, expert du social commerce, nous avons abordé une autre dimension, celle du lien entre contenu, communauté et vente. Les plateformes sociales ne sont plus des vitrines, elles deviennent des lieux d'achat et ce basculement est rendu possible par l'IA. Elle cible les bonnes audiences, recommande le bon produit au bon moment et transforme une interaction en transaction. En Chine, ce modèle est déjà dominant. Des plateformes comme Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, ont transformé chaque vidéo en potentiel point de vente. On ne regarde plus un contenu, on y interagit, on commente et on achète immédiatement. Ce commerce intégré où le storytelling et la transaction fusionnent redessine complètement l'expérience client. En Europe, nous n'y sommes qu'aux prémices. Mais le mouvement est inéluctable. TikTok, Instagram, YouTube investissent massivement pour intégrer le shopping dans leur plateforme. L'achat ne sera plus une étape distincte, il sera une conséquence naturelle de l'inspiration. Ce qui frappe dans ces échanges, c'est à quel point l'IA personnalise désormais l'expérience. Là où autrefois, tout le monde voyait la même vitrine, aujourd'hui, chaque utilisateur a un commerce qui lui est propre.
Vous aimez la mode? L'algorithme vous proposera des produits tendance adaptés à votre style. Vous achetez souvent des produits reconditionnés? Les marketplaces ajusteront leur catalogue pour vous montrer des articles plus durables. Vous cherchez le meilleur prix, alors l'IA saura vous le suggérer, quitte à pousser vers les vendeurs low cost. Ce commerce individualisé est fascinant, mais il interroge. Sommes-nous encore libres de nos choix ou achetons-nous ce que l'algorithme décide de nous montrer? L'intelligence artificielle n'y est pas neutre, elle donne un avantage colossal aux acheteurs capables de collecter et d'exploiter des volumes massifs de données. Amazon, Alibaba, TikTok ou Chine ne se contentent pas de vendre, ils observent, apprennent, optimisent en permanence. Chaque clic nourrit leur modèle, chaque retour produit affine leurs prédictions. Pour une petite marque, rivaliser avec cette puissance algorithmique, révèle du défi. L'IA devient un levier d'inégalité concurrentielle. Elle permet aux géants d'aller toujours plus vite, de mieux connaître leurs clients et de perfectionner leur offre à un rythme impossible à suivre pour des acteurs traditionnels. En discutant avec mes invités, une réflexion revient souvent. L'Europe accuse un retard préoccupant dans ce domaine. Nous avons les talents, les startups et la créativité, mais pas encore l'infrastructure ou les plateformes capables de rivaliser. La souveraineté numérique ne concerne pas seulement la régulation des contenus ou des données personnelles, elle touche aussi notre capacité à exister dans le cadre du commerce mondial. Si nous laissons l'IA commerciale être dominée uniquement par des acteurs américains et asiatiques, nous risquons de perdre le contrôle de nos propres marchés et c'est un enjeu stratégique autant qu'économique. En écoutant Fabien Versavo, Kouider Haqqani, Michel Lô ou encore Mathieu Maure, une évidence s'impose. La donnée est devenue une matière première. L'intelligence artificielle, elle, est l'outil qui lui donne vie. Nous entrons dans une ère où chaque décision commerciale est guidée par des modèles prédictifs. Quel produit lancer, à quel prix, avec quel message marketing, pour quel public, et tout cela n'est pas laissé à l'intuition ou au hasard, c'est désormais orchestré par des algorithmes. Et pour les consommateurs, cette révolution est invisible. Elle voit une expérience fluide, des recommandations pertinentes, des prix ajustés, mais derrière ce confort, qu'est-ce qui se cache? Un pouvoir immense détenu par quelques entreprises capables de collecter et d'interpréter ces données. Pour les marques, la leçon est claire. Ignorer la data et l'IA, c'est prendre le risque de devenir invisible. Ceux qui sauront investir intelligemment dans ces outils auront une longueur d'avance. Ceux qui les négligeront seront rapidement dépassés. Nous sommes au début d'une transformation qui ne se contente pas de rendre le commerce plus efficace, elle en change la nature même. Le commerce devient un écosystème vivant, piloté en temps réel par des modèles mathématiques. Et c'est cette logique algorithmique qui, demain, déterminera quels produits existeront et lesquels disparaîtront avant même d'être fabriqués. Régulation, RSE et souveraineté. Depuis plusieurs années, le commerce ne se résume plus à une simple compétition de prix ou de rapidité. Il est devenu un terrain politique et sociétal. Les entreprises évoluent dans un monde où chaque décision, chaque choix de production, chaque publicité est scrutée et jugée. Et cette réalité ne fait que s'accentuer, car le commerce moderne touche à tout, à l'économie bien sûr, mais aussi à l'environnement, à la justice sociale, à la souveraineté technologique. C'est dans ce contexte qu'est née une série d'initiatives réglementaires ambitieuses, dont la plus marquante en France ces derniers mois est sans doute la loi anti-fast fashion. Ce texte, largement soutenu par le Parlement, visait explicitement des acteurs comme Chine ou Temu. Il prévoit une taxation progressive des produits vendus à bas prix, l'interdiction de certaines publicités jugées incitatives à la surconsommation et l'obligation d'afficher des indicateurs environnementaux clairs. Lorsque j'ai échangé avec Yann Rivolin, donc le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, il a insisté sur la portée symbolique de ce texte. Pour la première fois, on ne se contente pas de dénoncer un modèle économique jugé prédateur, on agit concrètement pour le réguler. C'est un tournant culturel, l'industrie de la mode ne peut plus rester hors de portée des règles. Ce tournant est majeur. Pendant longtemps, la mode et le commerce ont évolué à une vitesse telle que les régulations arrivaient toujours en retard. Aujourd'hui, l'État français, suivi par l'Union européenne, essaye de reprendre la main. Les enjeux ne sont pas uniquement environnementaux, ils concernent aussi la compétitivité des marques locales.
Comment rivaliser avec des géants qui produisent à l'autre bout du monde, bénéficient d'une logistique subventionnée et contournent parfois les normes sociales? Cette loi est une tentative de rééquilibrer un jeu profondément asymétrique. Et cette régulation s'inscrit dans une tendance plus large, l'essor des attentes en matière de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Pendant longtemps, ces engagements relevaient du marketing. On parlait d'éco-conception, de produits de cycle court, de recyclage, mais souvent comme argument de communication. Et ce temps, il est définitivement révolu. Les consommateurs demandent des preuves tangibles, les ONG surveillent et les régulateurs imposent des cadres beaucoup plus stricts. Dans cet environnement, certains groupes historiques ont choisi de faire de la durabilité un pilier stratégique, et c'est le cas de Pierre et Vacances, dont le CEO, Grégory Sion, m'a parlé avec passion. Depuis sa prise de poste, il a entrepris une transformation profonde de cette entreprise emblématique du tourisme résidentiel. Le groupe modernise ses infrastructures, investit dans des rénovations respectueuses de l'environnement et mise sur un ancrage territorial fort. Pour Grégory Sion, cette démarche n'est pas seulement une réponse à la demande du marché, c'est un facteur de compétitivité. Nous ne vendons pas simplement des séjours, nous vendons des souvenirs, et ces souvenirs naissent de l'émotion, de l'authenticité et de la connexion à un lieu. Notre ambition est de faire en sorte que chaque client reparte avec une histoire, pas seulement avec des photos. Et cette vision, elle illustre parfaitement la convergence entre durabilité et expérience. Les clients ne cherchent plus uniquement une chambre ou un service, ils veulent du sens. Et ce sens passe souvent par des engagements environnementaux visibles. Hôtels rénovés avec des matériaux locaux, circuits courts pour la restauration, mobilité douce pour les sites touristiques. Ce qui était autrefois une option devient désormais une attente implicite. Mais ce mouvement vers plus de responsabilité se heurte à une réalité complexe. Les consommateurs eux-mêmes sont ambivalents. Ils réclament des marques, qu'elles soient éthiques, transparentes et écologiques, mais continuent à chercher le meilleur prix, la livraison la plus rapide. C'est cette contradiction qui rend le rôle de la régulation essentiel. On ne peut pas demander aux marques de tout porter seules. Innover, être compétitive et responsable, tout en restant abordable. Les régulations viennent imposer un cadre commun, fixer des standards et forcer l'ensemble du marché à évoluer. L'exemple de la loi anti-fast fashion montre bien cette dynamique. Elle vise à freiner une logique de prix toujours plus bas qui alimente une surproduction. Mais au-delà de l'aspect fiscal, ce texte lance un message. La surconsommation n'est pas un modèle acceptable. Et les marques qui jouent la carte de la transparence, de l'artisanat, du local, peuvent s'appuyer sur ces réglementations pour se différencier. Ces enjeux environnementaux sont indissociables d'une question plus large, la souveraineté. Le commerce mondial est aujourd'hui dominé par des plateformes étrangères, essentiellement américaines et asiatiques, Amazon, Chine, Temu et TikTok, Alibaba. Ces noms structurent l'économie du commerce en ligne. L'Europe, malgré ses talents et ses innovations, reste largement dépendante de ces acteurs pour vendre, acheter et se faire connaître. Et cela pose une question fondamentale. Qui contrôle les données? Qui fixe les règles? Qui détient le pouvoir de décision? Lorsque vous vendez sur Amazon ou Alibaba, votre succès dépend d'un algorithme que vous ne maîtrisez pas. Lorsque vous regardez une vidéo sur TikTok, c'est une IA basée en Chine qui décide ce que vous voyez. Cette dépendance est souvent invisible pour les consommateurs. Ils profitent d'une expérience fluide, d'un confort inédit, sans toujours réaliser que chaque clic alimente la domination de ces plateformes. Pour les marques, en revanche, cette réalité est tangible. Elles doivent payer pour exister, adapter leurs prix et leurs stratégies aux règles imposées par des entreprises dont les intérêts ne sont pas toujours alignés avec ceux des marchés locaux. C'est là que la régulation joue un rôle crucial. Les discussions européennes sur le Digital Services Act ou le Digital Market Act visent précisément à reprendre la main. Ces textes ne concernent pas uniquement la modération des contenus, ils cherchent à rééquilibrer le rapport de force entre les plateformes et les acteurs locaux. Car un marché dominé par quelques géants étrangers met en danger la diversité et l'innovation. Ce qui ressort de mes échanges avec Yann Rivoilin, Grégory Sion ou encore Fabien Versavo, c'est que la responsabilité ne doit plus être perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité. Les marques qui intègrent la durabilité à leur ADN créent un avantage compétitif. Elles ne se contentent plus de suivre les régulations, elles les anticipent,
elle les incarne. Et Grégory Sion insiste sur l'importance d'associer durabilité et émotion. Ce n'est pas seulement une question d'éthique, c'est un facteur de différenciation. Les consommateurs recherchent des marques capables de raconter une histoire sincère, d'incarner des valeurs cohérentes, et cette exigence ne concerne pas uniquement le secteur du tourisme. Elle touche la mode, la beauté, l'alimentation, le retail, l'électronique, bref tout. En observant ces évolutions, une conviction se dégage. Le commerce entre dans une ère où régulation et innovation doivent aller de pair. La régulation ne freine pas le progrès, elle crée un cadre qui pousse les acteurs à se réinventer. Les marques qui réussiront demain seront probablement celles qui auront compris que la responsabilité n'est pas une option marketing, mais un pilier stratégique. Ce mouvement était inexorable. L'époque où la mondialisation signifiait absence de règles, il est révolu. Nous entrons dans une phase où la transparence est exigée, où la souveraineté devient un enjeu géopolitique, où les consommateurs eux-mêmes, malgré leurs contradictions, réclament du sens. Et peut-être que c'est là le plus grand défi pour les entreprises. Concilier ces attentes avec des modèles économiques viables, être compétitif dans un monde hyper connecté tout en restant fidèle à ses valeurs, offrir du confort sans sacrifier l'éthique. Ce paradoxe est complexe, mais il ouvre aussi une formidable opportunité, celle de repenser le commerce pour en faire un moteur de progrès et non un simple outil de consommation. Alors en conclusion, si je devais résumer ces 4 parties, je dirais que nous assistons à une métamorphose silencieuse mais profonde du commerce. Ce n'est pas seulement une évolution technologique ou économique, c'est une réécriture complète des règles du jeu. Les marketplaces d'abord sont devenus des infrastructures invisibles. Elles connectent le monde entier, fluidifient les échanges et permettent à une petite marque de vendre à l'international en quelques clics. Mais elles imposent aussi des standards et créent une dépendance qui questionne. Ce sont des accélérateurs incroyables à condition de savoir ne pas s'y dissoudre. À côté des acteurs disruptifs comme Chine ou Temu bouleversent tout, la mode, la distribution, la perception même de la valeur. Leur modèle algorithmique basé sur la data et le volume rend obsolète des cycles traditionnels et face à eux, des initiatives comme Underdog rappellent qu'il existe une autre voie plus locale, plus responsable et plus humaine. Ces deux extrêmes ne s'excluent pas, ils cohabitent dans notre quotidien et chacun de nous oscille entre ces deux pôles à chaque achat. Dans ce paysage, l'intelligence artificielle et la donnée sont devenues des forces motrices. Elles pilotent le commerce en temps réel, influencent nos choix, orientent la conception des produits. L'IA n'est plus une technologie du futur, elle est déjà le chef d'orchestre de nos expériences d'achat. Et ce pouvoir, aujourd'hui concentré entre les mains de quelques grandes plateformes, pose des questions fondamentales de souveraineté et d'équité. Enfin, cette transformation s'accompagne d'une exigence croissante en matière de responsabilité et de régulation. La loi anti-fast fashion, le Digital Market Act, les attentes RSE, tout cela dessine un cadre où le commerce ne peut plus être aveugle à son impact. Les entreprises qui réussiront ne seront pas celles qui auront su aller le plus vite ou vendre le moins cher, mais celles qui auront su créer une relation durable et sincère avec leurs clients. Car au fond, le véritable moteur de tous ces changements, ce sont les consommateurs, ce sont leurs contradictions qui dictent l'évolution du marché. Nous voulons des produits accessibles mais aussi durables, une expérience fluide mais aussi authentique, et ces exigences paradoxales ne sont pas un frein. En fait, elles sont une formidable opportunité pour les marques de se réinventer, de proposer autre chose qu'une simple transaction. Alors quand j'observe tout cela, je vois un commerce à un tournant historique. Il ne s'agit plus seulement de vendre un produit, mais de construire un écosystème, une communauté, un récit. Le commerce devient une conversation permanente entre les marques et leurs clients, où chaque interaction compte. Pour les entrepreneurs, les dirigeants, les acteurs du retail et de l'e-commerce, c'est un défi vertigineux, c'est certain, mais c'est aussi une chance, celle de bâtir des modèles plus intelligents, plus éthiques et plus proches des gens. Je crois profondément que le commerce de demain ne sera pas seulement digital, mais émotionnel. Il ne sera pas seulement mondial, mais localisé et contextuel. Il ne sera pas seulement automatisé, mais porté par des valeurs et l'intelligence artificielle, la donnée, les marketplaces. Tout cela
ce ne sont que des outils. Ce qui comptera demain comme aujourd'hui, c'est la vision et l'intention des marques. Que veulent-elles apporter à leurs clients? Quel rôle veulent-elles jouer dans la société? Cet épisode n'a pas pour vocation de donner des réponses définitives. Il a pour but d'ouvrir des perspectives et de poser des questions, de montrer que le commerce est un mouvement permanent. Et à mon sens, ce mouvement ne doit pas nous effrayer, il doit nous inspirer parce qu'il nous offre une occasion unique, celle de réinventer un commerce qui fait sens.